Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci à vous d'être présents, présentes aujourd'hui pour cette rencontre intitulée « Les femmes scientifiques sortent de l'ombre » à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2019. Une rencontre qui a associé toute la journée le Quai des Savoirs, le CNRS Occitanie-Ouest, le Club de la presse Occitanie, les associations Les Matins en Scène, Femmes et Sciences et Wikimedia France pour mettre à l'honneur les femmes scientifiques. Je suis Valérie Ravinet, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer cette soirée. En introduction, je vous propose d'accueillir Francis Grasse, adjoint au maire en charge des politiques culturelles. Je vous en prie, rejoignez-moi. Je vous laisse prendre un micro sur la table. Quels mots souhaitez-vous partager en introduction de cette soirée? Merci beaucoup. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et monsieur le député, bonjour aussi. Bienvenue ce soir. Moi, c'est juste un petit mot d'accueil parce que je suis très content que cette manifestation ne se passe pas seulement ce soir, mais tout ce qui s'est passé toute la journée. Parce qu'effectivement, Laurent Chiquano, qui est juste devant moi, qui est le directeur du Quai des Savoirs, le Quai des Savoirs s'est associé à la fois avec le CNRS et les associations que vous venez de citer, et puis le club de la com aussi, je crois. Donc, Club de la presse Occitanie. De la presse Occitanie, pardon, pas de Absolument. la com. Oui, il ne faut pas mélanger. Pardon. Le club de la presse Occitanie. Parce que vous savez que ce Quai des Savoirs, il existe maintenant depuis 3 ans. C'est un lieu qui est dédié à la science, mais au titre de la diffusion de la culture scientifique. Donc on souhaite avoir un lieu qui diffuse au plus grand nombre, à tous les publics, la matière scientifique en la rendant simple, accessible, parce que qui dit culture veut dire aussi connaissance. La culture, c'est la connaissance aussi, c'est pas que le monde de l'art. Et donc, en plus, à Toulouse, on a un certain tropisme scientifique avéré quand même, et bien connu. Donc ça, c'est la vocation générale. Mais dès le départ, quand on a parlé de la vocation du Quai des Savoirs, on a aussi dit que la vocation complémentaire du Quai des Savoirs, c'est aussi de valoriser, de diffuser auprès notamment des plus jeunes, les métiers scientifiques ou scientifiques et technologiques, de valoriser les métiers. Et parce qu'on sait, et notamment si on parle des métiers scientifiques, je n'ai pas toutes les statistiques en tête, mais je sais une chose quand même, c'est que notamment dans les filières scientifiques ou technologiques, dès qu'on avance en âge, eh bien, il y a souvent un déficit de femmes qu'on peut observer, y compris dans les filières ingénieurs ou autres. Quand on regarde aujourd'hui les taux de femmes au niveau des écoles d'ingénieurs, de mémoire, on est dans des zones de 30% ou quelque part à peine, plus. Or, dans le monde scolaire, je ne pense pas que 30% seulement de jeunes filles ou de petites filles seulement soient intéressées par les sciences, ou soient bonnes en sciences, ou que ce soit en maths ou dans d'autres sciences. Donc il y a aussi un problème finalement de valorisation ou de valeur. Moi qui ai travaillé quand même beaucoup en entreprise, la problématique de l'égalité homme-femme est une problématique qui existe dans les entreprises depuis longtemps, et avec des problématiques compliquées à résoudre, parce que là c'est pareil, on s'aperçoit que ce n'est pas le problème quand on va accéder à un poste de direction, mais ça se passe souvent bien avant. Et donc c'est les problèmes des filières, c'est le problème de l'avancement, c'est le problème de la gestion des ressources humaines en général. Et ayant en charge la culture à la ville de Toulouse et à la métropole, je suis confronté aussi à ces analyses qu'on regarde dans les métiers de la culture, et c'est la même chose. On constate toujours la même chose. Dans le monde de la culture, il y a beaucoup de femmes, il y a une certaine égalité homme-femme dans les métiers de base, et puis quand on va vers les postes de responsabilité d'entités culturelles, soit des théâtres, des orchestres, etc., on s'aperçoit que la proportion femmes à nouveau diminue. Donc il y a quand même vraiment un sujet qui est commun à la société, mais dans les sciences, en tout cas, au Quai des Savoirs, on est focalisé sur les métiers et sur les filières. Et donc, de traiter ce sujet-là, je pense que c'est une excellente idée et que cette journée sur la science soit consacrée à ça, c'est très bien. Et je voudrais juste terminer par une seule chose, c'est qu'en échange avec, et sur la proposition de Laurent Chiquano ici présent, j'ai proposé au maire, et je sais que c'est une idée que partage le CNRS notamment, et le monde scientifique, c'est que l'allée qui passe devant, qui est entre le Quai des Savoirs et l'Université fédérale, nous puissions la nommer l'allée Mathilda. Parce que, voilà. Jolie annonce. Pour un effet que vous connaissez, je pense, je n'ai pas besoin de détailler On pour va les en femmes parler. scientifiques. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Grasse. On est rentré dans le vif du sujet et on va maintenant demander à Céline Camarata, présidente du Club de la Presse Occitanie, co-organisatrice avec le Quai des Savoirs de cette soirée, de nous rejoindre. Bonsoir Céline. Pourquoi avoir organisé ce débat ce soir? Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là ce soir. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi c'était important pour nous, je vais vous préciser un petit peu l'ADN du Club de la Presse Occitanie. Donc on est une association qui existe depuis 1984. Et outre le fait d'être la maison des journalistes, où on travaille sur l'emploi, sur beaucoup de choses, on est là pour défendre des valeurs de nos professions. Et parmi ces valeurs, évidemment, l'égalité femmes-hommes, c'est un point important. Donc on est convaincu qu'on a une action citoyenne à mener. On s'est posé des questions il y a maintenant 4 ans en se disant, bon, qu'est-ce qui se passe dans nos professions? Parce qu'on dénonce le plafond de verre dans les entreprises, tout ça, on réfléchit à plein de choses. Et puis on s'est posé la question de nos pratiques à nous. Et on s'est rendu compte qu'on tend un miroir déformé à la société. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la visibilité que nous-mêmes, dans notre travail, on ne va peut-être pas chercher des femmes, on ne va peut-être pas... Voilà. D'où le travail qu'après Catherine va vous expliquer plus en détail. Mais disons qu'il y a eu une réflexion sur ces sujets et depuis, on essaie le plus possible de développer des coopérations. C'est pour ça que c'était important pour nous d'être co-organisateurs ce soir, parce qu'on essaie de développer des passerelles entre les professions, entre les différentes strates de la société, parce que je pense que profession par profession, il faut qu'on s'organise. Et bien évidemment que la visibilité des femmes scientifiques, elle est primordiale. Voilà, monsieur vient de l'aborder il y a une seconde, c'est qu'il faut qu'il y ait un effet d'entraînement et donc une référence pour les petites filles, et puis après les jeunes filles qui sont en construction. Donc bien évidemment que le nerf de la guerre, c'est aussi les femmes scientifiques. Voilà. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Merci beaucoup, Merci. Céline. Alors, un mot sur notre organisation avant de vous présenter nos intervenantes. La table ronde va durer environ 1 heure. Elle est diffusée ce soir en direct en Facebook Live sur la page Facebook du Quai des Savoirs et live tweetée sur le compte Twitter du Quai. Donc, vous pouvez réagir, poser vos questions en commentaire du live sur Facebook et sur Twitter en mentionnant @Quai des Savoirs. Pour ceux qui sont présents, je vous propose de réserver un temps d'échange à l'issue de notre table ronde pour dialoguer avec les intervenantes. Et c'est parti pour un tour de présentation. Je commence avec vous, Dominique Morello. Vous êtes chercheuse au CNRS en biologie pendant 15 ans et chargée de mission auprès du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse pendant 5 ans. Vous y avez mené des actions de démocratisation scientifique. Vous continuez d'ailleurs aujourd'hui à animer des événements scientifiques grand public avec l'idée de faire sortir les chercheurs et les chercheuses de leur laboratoire. On va y revenir. À vos côtés, Caroline Becker, ingénieure de recherche numérique et membre de Wikimedia France depuis 10 ans. Vous avez d'ailleurs animé cet après-midi un atelier sur le sujet et votre credo, attirer des femmes sur des projets Wikipédia. Ce soir, avec nous également Florence Cédès. Vous êtes professeure des universités en informatique à l'Université de Toulouse. Vous êtes chercheuse à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et vous êtes aussi membre active de Femmes et Sciences et à l'origine de l'action Femmes et Informatique de la Société informatique de France. Et je termine ce tour de table avec Caroline Stern, journaliste, Catherine Stern, journaliste et animatrice de la commission Femmes et Médias du Club de la Presse Occitanie à Toulouse. Merci à toutes les 4 d'avoir répondu présent à cette invitation. Dominique Morello, vous aviez imaginé entrer en matière en démarrant cette rencontre par une démonstration. Je vous invite à prendre le micro et à tenter de nous l'expliquer. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, oui. Alors, la démonstration, elle va être un petit peu ratée parce que j'ai fait des photos et je pense que vous n'allez rien voir.
Donc, dans un premier temps, je voulais que vous me citiez des noms de scientifiques. Alors, pour vous aider un peu, parce que ce n'est pas quelque chose de très facile, j'allais vous présenter des photos, des portraits, et vous allez me dire qui c'était. On va les faire circuler dans le public. Voilà, donc on va les faire circuler. Ne trichez pas trop, les noms sont au dos. Hein. Oui. Voilà, alors bon, parmi les scientifiques, je pense que vous pourriez citer Louis Pasteur, Max Planck, peut-être Yamanaka, mais je ne suis pas sûre, Schrödinger, Isaac Newton, etc. Et au bout d'un moment, je vous aurais dit, et les femmes. Donc je pense que dans l'assistance, il y aurait eu un timide Marie Curie peut-être, Irène Joliot-Curie, et puis ça serait arrêté à peu près là. Enfin, sauf si vraiment je vous diminue considérablement, et je vous prie de m'en excuser. Voilà, je voulais insister donc sur le fait qu'il y avait très peu de femmes scientifiques qui étaient connues, et alors qu'elles le méritaient, et parler avec vous de l'effet Mathilda. Donc, les femmes scientifiques sont peu connues, probablement parce qu'elles ont eu, comme la plupart des femmes, très tardivement accès à l'éducation, puis à l'université. Puis ensuite, elles ont eu des difficultés pour travailler au même titre que les hommes, mais aussi parce que, pour beaucoup d'entre elles, leurs travaux ont été accaparés par leurs collaborateurs ou leurs maris ou leurs responsables de thèse mâles, masculins. Voilà. Donc, l'effet Mathilda, en fait, vient d'une analyse qu'a fait une historienne des sciences qui s'appelait qui s'appelle toujours parce qu'elle est née en 1944, qu'elle n'est pas encore morte, Margaret Rossiter. Et cette historienne des sciences s'intéressait beaucoup au rôle des femmes scientifiques et s'intéressait à la question de leur invisibilité. Et elle s'est en particulier penchée sur le travail d'un sociologue américain comme elle, qui s'appelait Robert King Merton, qui lui s'est intéressé au fait qu'il y avait des universitaires, hommes, dans des universités de notoriété, et se demandait pourquoi en fait la notoriété attirait toujours la notoriété, et pourquoi ce n'était pas les scientifiques à qui devait revenir ce mérite qui était connu. Et il avait appelé ça l'effet Matthieu, en référence à une phrase de la Bible qui disait, en gros, je ne vous le cite pas dans le texte, on donnera toujours plus à ceux qui ont déjà beaucoup et on ne donnera pas à ceux qui n'ont pas. Et Margaret Rossiter, en se penchant sur ses travaux, s'est rendue compte que c'était encore plus vrai pour les femmes scientifiques. D'accord. Et elle a décidé d'appeler ça l'effet Mathilda, donc ce déni ou cette minorisation du travail des femmes scientifiques, de l'appeler du nom d'une féministe américaine très engagée qui s'appelait Mathilda, avec un T, sans H, Jocelyn Gage, et qui vivait pendant tout le courant du 19e siècle. Alors, il faudra s'interroger sur la manière d'écrire à la sortie de ce quai. Je vous propose qu'on approfondisse ensemble, en évaluant ce que cet effet Mathilda dit de notre société et des femmes, qu'on perçoit du coup d'abord par rapport aux autres et pas forcément par rapport à leurs accomplissements. Est-ce que c'est bien cela, Caroline Becker ? Alors, nous, on travaille beaucoup sur la manière dont on parle des femmes sur Wikipédia. Donc déjà, de regarder quelles femmes sont présentes et aussi comment on en parle. Et on s'est rendu compte que dans les biographies sur les femmes, on était beaucoup plus facilement mentionnées leurs relations avec on va citer leur père, on va citer leur mari, on va citer leurs enfants, le nom de leurs enfants. Et on va vraiment beaucoup plus les placer en relation avec des hommes que ce qu'on peut faire avec des hommes en général. Et ça va être quelque chose qu'on va retrouver énormément sur les illustrations. Alors, moins en français parce que j'y ai travaillé explicitement, mais jusqu'à très récemment, quand vous alliez sur la page scientifique, c'était une photo d'homme, sur la page chercheur, c'était une photo d'homme, sur la page ingénieur, c'était une photo d'homme. Et il y a toujours cet effet que le masculin va être par défaut et que si on met une photographie de femme, ça va interroger. Ça va être quelque chose qui ne va pas être vu comme aussi neutre que si c'était une photo d'homme.
Qu'est-ce que ça dit de notre société? Mais que le masculin est vu comme le défaut et que le féminin est marqué. Voilà, par exemple, quand le public s'est installé, on s'est dit mais tiens, il n'y a que des femmes. On aurait eu un même public, en inversant les genres, et il aurait fallu poser la question en fait. C'est un peu en train de changer, ce féminin vu comme marqué et le masculin vu comme défaut, mais c'est vraiment quelque chose qui est à travailler là-dessus. Merci. Je vous propose de passer le micro, ou plutôt Florence, prenez celui qui est devant vous. Pour vous, c'est quoi l'effet Mathilda? Est-ce que vous l'avez vécu vous-même? Non, à mon haut niveau scientifique et à mon niveau de reconnaissance, vous voyez bien que je ne l'ai pas vécu. Donc, je pense que je suis passée sur une génération qui était très propice au développement des femmes dans mon domaine, qui est le domaine de l'informatique, donc jusque dans les années 80. Ça vous donnera une idée de mon âge. Les femmes étaient très très présentes dans la profession. On a animé hier soir à l'université Paul Sabatier, dans le grand auditorium, une discussion sur le film Les figures de l'ombre, où on voit qu'effectivement les femmes ont pris en main l'informatique au tout début et les choses ont changé par la suite. Alors on dit que quand le métier est devenu valorisant, les hommes s'en sont emparés. Est-ce qu'on a des exemples sur d'autres types de secteurs que celui de l'informatique? L'informatique est sûrement un secteur nouveau qui fait que voilà, ce phénomène-là est lié en fait au... Ça a été d'abord un secteur très technologique, puis après c'est devenu quelque chose de plus formel et fondamental, mais effectivement, il n'y a pas d'équivalent dans le domaine des sciences dures, entre guillemets. Voilà. Mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels effectivement on a ce mécanisme d'intérêt des femmes et puis de survenue après des hommes. Aujourd'hui, ça représente quoi les femmes dans les métiers de l'informatique? Comme l'a signalé notre élu tout à l'heure, le pourcentage des femmes est faible dans les métiers de l'informatique, mais en soi, ça ne serait pas étonnant par rapport à d'autres secteurs. Le problème criant que nous avons, c'est un manque de vocation et un nombre très faible d'étudiantes. Donc il est impossible chez nous d'appliquer des politiques de quotas ou de parité. On a moins de 10% d'étudiantes à peu près en informatique sur toutes les filières, que ce soit au niveau Bac+2, ingénieur, etc. Comment on l'explique ce phénomène? Je ne sais pas, il faudrait peut-être demander aux jeunes filles. Manque d'intérêt, il y a beaucoup de visions qui circulent. Manque d'intérêt, la vision de l'informatique qui est liée au geek, donc à des comportements plutôt masculins. Et surtout, je pense, manque de connaissance des métiers et manque de connaissance des métiers à venir, puisque c'est quand même un domaine qui s'ouvre. Et peut-être le numérique nous apportera des solutions. Et le fait que l'enseignement de l'informatique soit maintenant introduit au collège et au lycée permettra de sortir de ce fantasme. D'accord. Est-ce que c'est une question d'image des métiers? C'est une question d'image occidentale, puisque le problème n'est pas le même quand on voyage et qu'on enseigne un peu partout, comme nos métiers nous amènent à le faire. On se rend compte qu'en fait, on a en Inde ou en Malaisie, on a des amphis pleines de filles, parce qu'elles trouvent justement que ce sont des métiers féminins où on peut être préservé, on peut faire du télétravail, travailler en décalé, éviter les transports en commun en Inde, par exemple, où on se retrouve harcelé, enfin, etc. Donc c'est vraiment une vision occidentale qui n'est pas propre à l'informatique. Le désintérêt des sciences dures, il est lié au niveau de développement des pays. Est-ce que c'est emblématique justement, le numérique et l'informatique, du milieu scientifique en général? Regardez l'illustration qui a été choisie par défaut, c'est une illustration de biologistes ou de médecins, et ça c'est des domaines où il y a beaucoup de femmes, donc c'est plutôt des domaines où on connaît le problème du plafond de verre. Le film Mathilda, c'est un problème de plafond de verre ou de plancher collant, ça dépend. Mais donc il y a vraiment des domaines qui intéressent les filles, enfin qui attirent les filles pour le moment. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen de déconstruire ces stéréotypes, et en particulier dans ce secteur de l'informatique? Donc c'est quelque chose qu'on s'emploie à faire, mais à notre petit niveau, avec beaucoup de bénévolat, des interventions avec Femmes et Sciences, avec Classe Code, la Compagnie du Code, les Coding Goûter, etc. Sur la place toulousaine, par exemple, on a beaucoup d'initiatives comme ceci, mais
Il me semble qu'une démarche plus radicale d'enseignement à tous et d'acculturation par l'école et l'enseignement serait plus intéressante. On compte peut-être aussi sur le fait qu'un CAPES d'informatique va ouvrir. Donc peut-être ça attirera un peu plus les filles, en se disant, bon, il y aura toujours cette sortie. Grâce à l'enseignement. Voilà. Donc c'est quoi l'enjeu? C'est de donner le goût aux filles de ces métiers? Le goût, il existe ou il n'existe pas. Je ne prétendrai pas agir sur le goût des autres. Hein. Je ne fais pas de jeu de mots là. Mais en fait, c'est juste montrer la multiplicité des métiers et montrer cette créativité qui est possible dans ces métiers et sortir de ce schéma société de services, travail contraint. Il y a beaucoup de domaines d'ouverture comme la cybersécurité, le design, etc. Des aspects artistiques qui sont intéressants, qui sont souvent ignorés. Ok. Et je vous propose de passer le micro à Catherine Stern. Dans le travail que vous avez conduit, notamment pour préparer, confectionner cet annuaire des expertes, est-ce que vous avez eu du mal à trouver des femmes du secteur informatique? Alors, le travail, donc c'est un annuaire des expertes c'est la deuxième édition qui a été réalisée. La première a été faite en Languedoc-Roussillon il y a 3 ans. Et donc là, sur la région Aix-Midi-Pyrénées, on a travaillé pour cet annuaire. C'est moi qui ai coordonné cette partie. C'est un annuaire beaucoup plus large que juste la science. Oui. Hein. Alors, je vais quand même juste revenir un petit peu en arrière et dire pourquoi on l'a fait. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Voilà. Parce que les médias sont responsables, comme d'autres secteurs de la société, du manque de visibilité des femmes scientifiques ou autres. Parce que les médias montrent moins les femmes, leur donnent moins la parole. Quand les médias leur donnent la parole, que ce soit la télé, la radio ou la presse écrite, c'est souvent comme témoins, comme victimes, beaucoup moins comme expertes. Et donc, pour essayer de faire notre part, hein, à notre petit niveau, pour remédier à ça, on s'est dit, on va travailler sur un annuaire des expertes pour qu'au moins les journalistes ne puissent pas dire, mais non, il n'y a pas d'experts, il n'y a pas d'expertes femmes. Donc c'est pour ça qu'on ne les interviewe pas. Donc on s'est dit, on va essayer de les recenser, d'en recenser une partie pour leur donner cet outil et qu'aux conférences, dans les articles, à la télé, à la radio, on en voit plus. Alors, on a fait ça tous azimuts. Hein. Il y a une vingtaine de domaines différents. Il y a l'informatique, du numérique. J'ai l'impression qu'il y a plutôt pas mal de femmes, que ça n'a pas été vraiment difficile d'en trouver dans ce secteur-là. Peut-être aussi parce que dans la région, il y en a pas mal. Donc, on a procédé par gisement. Donc, quand on trouvait une experte, on lui demandait de nous signaler d'autres. Donc, de fil en aiguille, on en a plutôt trouvé pas mal. Ce n'est pas le secteur où on a eu le plus de difficultés à en trouver, non. Mais après, voilà, les médias ont une responsabilité sur la visibilité qu'ils donnent, interviewer des femmes pour des articles. Est-ce que c'était compliqué de rencontrer des femmes qui se disaient expertes? Alors, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur qui peut arriver. Moi, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est de dire je ne suis pas assez compétente pour m'exprimer sur ce domaine. Ce n'est pas ma spécialité, donc je ne vais pas... moi, c'est plutôt ça, ma spécialité. Donc, voilà, je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas totalement. Donc ça, je pense qu'il y aura peut-être plus de femmes qui vont tenir ce discours que d'hommes qui vont y aller parce que, bon, c'est bon, ils maîtrisent, ils vont pouvoir s'en sortir. Quoi. Ça, je pense que c'est une question d'éducation. Qui fait que les femmes vont rester peut-être plus en retrait. Et donc, effectivement, on a eu des personnes qui se sont dit « mais non, mais moi, je ne suis pas assez experte pour figurer dans votre annuaire ». Mais il y en a d'autres aussi qui se sentaient tout à fait les compétences. Après, c'est la disponibilité, hein, parce que les femmes qui sont dans cet annuaire, elles s'engagent à répondre aux journalistes, y compris aux journalistes télé. C'était difficile de les trouver ? Ah non, je pense qu'on aurait pu faire un annuaire qui faisait 3 fois cette taille. C'était juste que comme on a fait ça bénévolement et que notre temps et les gens qui ont contribué, qui étaient quasiment exclusivement des femmes, malheureusement, on aurait bien aimé que des hommes nous donnent un coup de main, mais
Voilà, c'est juste une question de temps, mais je pense qu'on aurait pu en trouver beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, on va continuer le travail et continuer à rajouter des expertes pour que cet annuaire grossisse. Est-ce que les unes et les autres, vous avez eu des difficultés à vous dire experte? Est-ce que vous vous dites experte? Florence? Alors moi, je vais vous faire un aveu. J'ai la chance d'avoir des chargés de com à notre déviation régionale du CNRS qui sont très en prise avec notre quotidien. Et donc, j'ai eu la chance de profiter d'une formation où on m'a appris à dire que je savais répondre aux questions des journalistes, que j'étais capable d'y répondre et que je pouvais dégrader le discours en simplifiant les choses, parce que quand on est scientifique, on passe 10 minutes à dire qu'effectivement, on ne va pas tout à fait retranscrire la réalité scientifique et qu'on va simplifier les formules mathématiques, etc., pour arriver au cœur des choses. Et on m'a appris à passer ces 10 minutes-là et à arriver à dire, eh bien oui, en gros, c'est simple, voilà, voilà. Donc c'est très difficile. Et je reconnais que l'annuaire des expertes m'a permis d'être contactée par des gens, en particulier sur mes sujets de recherche. Je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, la sécurité, etc. Et de répondre et d'avoir accès à des médias qui... Bon, il y a un effet boule de neige. On peut même choisir les médias dans lesquels on s'exprimer, parce que malheureusement, actuellement, il y a un peu tout et n'importe quoi. Enfin bref, les cartes de presse ne sont pas forcément demandées à l'entrée. Bref, voilà. Donc, ce n'est pas si simple de se déclarer experte et d'arriver à répondre simplement et expliquer. Caroline, votre expérience? C'est toujours difficile de se dire experte, et c'est même parfois plus profond que ça, c'est même de reconnaître qu'on a des savoirs et des savoir-faire qui ne sont pas forcément évidents. Moi, j'ai eu un grand travail sur moi pour comprendre que d'organiser des événements Wikipédia, quelque chose que je faisais depuis des années, mais en fait, c'est une compétence de savoir mettre les gens à l'aise pour contribuer, leur donner envie, trouver les sujets sur lesquels ils vont rebondir, savoir répondre à leurs questions de manière à les intéresser. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui en a besoin de travailler. Et aussi quand, moi je suis dans le secteur privé de l'informatique, ça c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir une formation sur quelles offres répondre, mais spontanément les femmes vont répondre moins facilement à des offres dans lesquelles elles ne se sentent pas expertes. Souvent il y a des compétences techniques reconnues et qui vont être attendues dans les offres, et les femmes vont considérer que si elles connaissent moins de la moitié de ce qui est demandé, elles ne répondront pas aux offres, quand des hommes vont avoir beaucoup plus de confiance et se dire je vais répondre et c'est pas grave. Donc il y a beaucoup à la fois de non-reconnaissance de ce qu'on fait est une compétence et un travail, quelque chose de valorisable, et aussi de se dire ce qu'on fait est assez et suffisant et qu'on peut se mettre en avant. C'est quelque chose qui... Parce que c'est perçu comme quoi? Comme de l'arrogance dès lors qu'on... Exactement, c'est perçu comme de l'arrogance. C'est une femme qui va prendre la parole, ça va tout de suite être vu comme plus de l'arrogance ou de la confrontation. Un homme qui va interrompre les gens en réunion, il va être vu comme volontaire, comme ayant de l'avant, comme ayant des idées, comme défendant des idées. Une femme qui fait ça, ça va tout de suite être jugé de manière beaucoup plus négative. Pour que un homme et une femme qui parlent vont être considérés comme ayant parlé de manière équitable, il faut qu'une femme parle un tiers du temps, donc 2 fois moins qu'un homme. Donc c'est la perception de ce qui est égal. Il y a des attentes différentes. Une femme, on va l'attendre dans la communication à faire tout le travail de lien, de relancer, de vérifier que les personnes, que tout le monde prend la parole. Et du coup, une femme va être souvent éduquée et avoir les attentes d'optimiser le groupe, alors qu'un homme va s'optimiser lui-même. Et c'est là la grande différence. Dominique Morello, vous dites que les hommes ont peur. Ça vaut des applaudissements. Vous dites que les hommes ont peur et que c'est pour cette raison qu'ils ne permettent pas aux femmes d'accéder à certains métiers. Oui, enfin, j'ai peut-être pas dit ça comme ça. Non, mais si on s'interroge... Oui, non, je ne vais pas assumer la première partie. Si on s'interroge, ils ont peur de quoi? Peut-être ils ont peur, oui, effectivement, qu'on devienne aussi bonne qu'eux, ou voire même meilleure. Oui, ça c'est possible. Si on cherche pourquoi,
Moi, c'est la question qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi on n'arrive pas à cette égalité. Pourquoi est-ce qu'il y a, parce qu'on parle de l'effet Mathilda comme si c'était quelque chose qui avait eu lieu au 19e ou au 20e siècle, mais en fait, ça existe encore parfaitement. Et donc, qu'est-ce que redoutent les hommes si jamais les femmes sortaient de l'ombre? Et je vois bien dans les citations des papiers, c'est toujours, même à l'heure actuelle, un peu compliqué de donner la place, autant qu'elle le mérite, à des collaboratrices. Voilà. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour donner de la visibilité aux femmes? Comment est-ce qu'on valorise l'expertise? Et comment est-ce qu'on les aide à se dire expertes? Non, je voulais juste ajouter quelque chose sur ton commentaire. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'autocensure de la part des filles. Donc, devenir experte, c'est aussi se convaincre. Moi, par exemple, je ne suis pas experte dans l'effet Mathilda. Et j'ai dit, OK, je fais quand même ce débat. À un moment donné, il faut se dire, bon, je vais y arriver. Et puis, je ne serais pas pire que quelqu'un d'autre. En tous les cas, pas pire qu'un homme s'il avait pris ma place. Enfin, je pense. Du coup, peut-être qu'on peut se demander en quoi et comment Wikipédia sert cette cause de donner de la visibilité aux femmes. Alors, il y a déjà sur le contenu des articles, puisqu'on travaille franchement à ajouter beaucoup plus de biographies de femmes. À l'heure actuelle, sur la Wikipédia en français, on est à 17% de biographies qui sont des biographies de femmes. C'est pas du tout... on peut complètement dépasser ça. Sur les différentes versions linguistiques, on a des chiffres qui varient énormément. Jusqu'à voir l'égalité en gallois. La Wikipédia en gallois est très active, avec un grand soutien public des institutions galloises de promotion de l'histoire galloise et de la langue galloise. Et ils sont à 50% de biographies de femmes. Donc il y a ce côté-là en contenu, l'effet de voir que des femmes ont réussi, des femmes très inspirantes ont existé. Et il y a aussi contribuer à Wikipédia, c'est quelque chose que je pense qui est très important en termes de confiance en soi et en termes de reconnaissance de compétences, de savoir qu'on a des choses à apporter, parce que sur Wikipédia, il y a énormément de manques encore, y compris sur des sujets fondamentaux, où on a énormément de travail qui est à faire. Et de contribuer à Wikipédia, ça montre que soi-même, ce qu'on fait est utile, ce qu'on fait est valorisé, ce qu'on fait a du sens. C'est une chose, par exemple, de faire de la vulgarisation en général. Et c'en est une autre d'écrire un article et que le lendemain de voir qu'il a été traduit en arabe parce que quelqu'un a trouvé que c'était pertinent. Dire que c'est quelque chose qui arrive tout le temps sur Wikipédia, que notre travail n'est pas isolé et tombe dans une chambre qui n'en sort pas, mais c'est quelque chose de vivant. Et je pense que d'un point de vue citoyen, de citoyenne, d'oser de prendre la parole publique, de poser ses idées, de contribuer, de fait de contribuer à Wikipédia, ça aide à la confiance en soi. Et Wikipédia aide à ce travail Oui, alors on organise régulièrement des ateliers de contribution et suivant les profils des participants, des participantes, on ne va pas avoir les mêmes approches. Moi, sur les ateliers où il y a beaucoup de femmes, je vais avoir tendance à valoriser la confiance en soi. C'est-à-dire que quand j'ai un public souvent masculin, la première raison pour laquelle les gens ne contribuent pas, ils vont me dire « j'ai pas envie qu'on modifie mon article ». Donc, se dire quelqu'un d'extérieur va dégrader mon travail. Alors que des femmes vont me dire j'ai peur de mettre des bêtises, de ne pas faire assez bien. C'est une vision assez différente. Et d'ailleurs, quand des personnes contribuent et que quelqu'un d'autre derrière va changer leur article, les hommes vont lui dire mais qu'est-ce qui vient m'embêter? Les femmes vont être là, je vois que je ne suis pas seule, que j'ai moins la pression de faire parfait, parce que quelqu'un va m'aider, quelqu'un va me donner tendre la main et m'aider à m'améliorer. C'est vraiment des approches différentes. Complètement. Il y a un autre thème sur lequel j'avais envie de vous faire réagir, c'est celui de l'écriture inclusive. Beaucoup défendent l'idée que son utilisation participe au changement de mentalité en partant du principe que la langue française est sexiste, à commencer par Benoît de Gros, ministre des droits de la femme en 84, qui disait « Quand il n'y a pas de mots pour nous, c'est que nous n'existons pas ». Catherine Stern, vous militez en faveur de cette écriture et dites-nous pourquoi c'est important. Ah oui,
oui, je milite, oui, c'est mon cheval de bataille depuis pas mal de temps. Alors, aujourd'hui, il y a l'Académie française qui a enfin accepté de féminiser les noms de métiers. On croit rêver, on est en 2019, bon, on ne les avait pas attendus, mais en fait, ce n'est pas de féminiser, c'est de démasculiniser. Parce que les noms de métiers au féminin, la plupart existaient avant, mais il y a eu une action volontaire de les supprimer, notamment quand ces mots expriment le pouvoir, en fait. Par exemple, le mot autrice existait. On l'a fait disparaître. Donc aujourd'hui, auteureux, on cherche ce qu'on va mettre, mais non, il existait. Et donc là, moi, j'essaie de prendre ça bien, mais quand je lis la presse, je vois tous les jours des noms de métiers qui sont masculins alors qu'on parle de femmes. Je ne citerai pas le journal local, mais c'est tout le temps, quoi. Et alors que les mots existent, alors c'est pas encore tout à fait stabilisé. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai participé à l'atelier Wikipédia et je me suis, moi j'avais envie de féminiser les noms de métiers. C'était bon, voilà, c'est pas encore, on peut pas encore le faire de façon simple parce que voilà. Mais c'est important parce que si les métiers en question n'existent pas au féminin, comment on peut imaginer que des jeunes femmes se projettent dedans ? Donc ça, c'est pour les noms de métiers. Ensuite, dans la langue en général, tu parlais de l'homme considéré comme le défaut, comme dans le neutre. Mais c'est toujours ça, alors que c'est pas vrai. Donc on parle des droits de l'homme, moi ça m'écorche les oreilles. On veut parler des droits humains. Et dans d'autres langues, dans les langues anglo-saxonnes, c'est les droits humains. Les femmes sont exclues. Quand on parle d'homme, ça n'existe pas. L'homme avec un grand H, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'on nous a fait croire que l'homme valait pour toute l'humanité. Ce n'est pas vrai. Donc on est en train de démasculiniser la langue. De la même manière, le neutre, donc c'est masculin. Si on a une assemblée avec des hommes et des femmes, ça va être au masculin. Si on met et c'est pas le cas. Il y a des langues où il n'y a pas de masculin, pas de féminin, où il y a du neutre, où on peut exprimer les choses autrement. C'est notre langue française est très, 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 très genrée. Donc c'est un travail à faire. Moi-même, il y a quelques années, je ne voyais pas tout ça. Donc maintenant que je le vois, ça me saute aux yeux. J'espère que qu'on va le voir davantage et que dans les journaux, vous allez bientôt lire des articles où les femmes et les hommes seront pris en compte de la même manière. Les unes et les autres, qu'est-ce que vous en pensez de l'importance de cette écriture, de ce langage inclusif ? On commence avec vous, Florence ? Qui n'est pas du tout propre aux sciences. Ça n'a rien à voir avec les sciences, hein. On est d'accord. Hein, bon. Néanmoins, dans les publications scientifiques, on a aussi cette trace. Comme on écrit beaucoup en anglais, malheureusement, le problème se pose moins, puisque le problème est différent. C'est différent, voilà. Mais ça se pose aussi. Et donc, effectivement, la recherche dans le domaine des IHM en France, elle ne concerne que l'interaction, enfin en France, en francophonie, l'interaction homme-machine, alors que l'équivalent en anglais, c'est human, effectivement. Donc, voilà. Après, il y a un problème d'usage et de... Je citerai juste... alors, on parlait de féminisation, hein, pas d'écriture inclusive, hein, avec le poème média, etc., où on est dans notre labo, il y a énormément de personnel handicapé pour lesquels on a mis en place et qui eux-mêmes sont chercheurs sur des interfaces de traduction, etc., et je dois avouer que imaginer une restitution de texte avec une synthèse de la parole, avec des poèmes médians et des parenthèses et des machins, c'est juste incompréhensible. Mais bon, on trouvera des solutions. Est-ce que ça participe, cette féminisation des mots, des noms, du développement de la culture scientifique possible chez les filles et de l'attractivité des métiers scientifiques en général ? Quand on parle de sciences... Est-ce que ça déconstruirait les stéréotypes ? Il y a aussi les sciences humaines et sociales, hein, dans lesquelles il n'y a aucun problème. Enfin, les problèmes sont tout à fait différents. Hein, donc ces métiers de sciences dures, est-ce que ça aiderait à déconstruire les stéréotypes ? Je pense qu'il faut aller au-delà, malheureusement. Enfin, en tout cas, je parle de ces métiers-là qui ne sont pas
pas reconnues, pas exploitées, je pense qu'il faut aller même au-delà, mais bon. Dominique Morello? Si, moi je pense que c'est important. Je citerai un exemple. L'année dernière est paru de l'Académie des sciences un appel à concours et tout était écrit au masculin. Et je me suis permis de leur écrire en leur disant « Je pense que la moitié des étudiantes, enfin des étudiants, donc les étudiantes, ou des postdoctorantes ne vont pas postuler à votre concours, simplement. » C'était tellement rédigé de manière scandaleusement masculine qu'on pouvait se sentir complètement exclu. Donc oui, c'est fondamental pour moi. C'est vrai aussi pour les profils de poste dans le milieu universitaire. Absolument. Où ça se traîne à lire le candidat, à dire à la personne, ou une forme passive. Oui. Alors peut-être dernière question avant d'ouvrir nos échanges au public. Est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent? Est-ce que les stéréotypes commencent à s'effacer? Oui, puisqu'on est là. Donc ça, c'est une manière de lever les freins? Et comme dit Dominique, pourvu qu'on soit au chômage dans 5 ans et qu'on n'ait plus à se réunir pour poser la question. Eh bien, parfait. Merci à vous 4. On va passer maintenant à la deuxième partie de notre soirée pour échanger tous ensemble. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des témoignages? Alors, il y a un micro qui devrait arriver jusqu'à vous. Voilà. Bonjour, oui. Vous pouvez vous présenter? Oui, Nadine Alberstadt, je suis présidente de l'association Femmes et Sciences. Et en fait, je voulais juste rebondir sur le dernier thème. Juste pour donner un exemple, quand il y a eu un sondage qui a été fait, qui a d'ailleurs été utilisé par notre ministre en citation, quand on demande aux gens, citez-moi un scientifique, en pensant un scientifique, c'est le neutre, donc on parle du genre neutre, les gens pensent très peu à citer une femme scientifique, alors que si on leur demande de citer un scientifique ou une scientifique, bien qu'ils ne connaissent pas beaucoup de noms de femmes scientifiques, ils arrivent quand même à en citer beaucoup plus. Donc oui, le neutre, ce n'est pas le masculin. Dans la langue française, elle est effectivement très genrée. Je suis tout à fait d'accord avec Catherine Stern là-dessus et avec Dominique. Florence, on peut en rediscuter quand tu veux. Mais par exemple aussi dans le même sens, il y a eu un problème, je crois que c'était la reconnaissance faciale. Alors ce n'était pas à cause du neutre, mais en fait on avait commencé à travailler sur la reconnaissance faciale et je crois que le taux de succès était énorme, alors énorme de mon point de vue, autour de 90%, je dis peut-être des bêtises, tu peux me corriger, pour les hommes, mais par contre ça ne marchait pas pour les femmes parce qu'ils avaient appris sur des modèles masculins, puisque naturellement, ils avaient pensé que ça représentait le genre humain, quoi. Enfin, tu peux me corriger là-dessus. C'est vrai pour les morphotypes asiatiques, par exemple, etc. De toute façon, c'est un problème qui va se poser pour le futur de l'intelligence artificielle. Hein. C'est un problème qu'on soulève dans tous les débats, qui est de dire que si on fait de l'apprentissage automatique sur des données qui concernent que des hommes blancs de plus de 40 ans, on raisonnera comme des hommes blancs de plus de 40 ans. Donc, voilà. D'où l'intérêt de réfléchir à la loyauté des algorithmes et à corriger leurs biais. Ça, c'est très grave et très lourd. Ouais. Absolument. En tout cas, on contribue à déconstruire les stéréotypes aussi via les évolutions de la langue. C'est peut-être ce qu'on peut en retenir. Une autre question. Bonjour. Alors, moi, je suis doctorante en mathématiques au labo de Paul Sabatier. Bravo. Et, merci. Et précisément, on a eu une réunion sur les sujets de la parité au labo. Donc, juste lancer quelques chiffres par rapport aux maths. Donc, c'est en rang B, donc les rangs les plus bas au labo, il y a à peu près un quart des femmes. En rang A, c'est-à-dire les professeurs des universités, on est à 10%. C'est un peu plus bas que la moyenne nationale qui est à 12%. Si on parle uniquement des maths pures, les professeurs des universités sont en 6% des femmes. C'est quand même un peu triste. Et aussi, par rapport à l'effet de Mathilda, on en discutait qu'apparemment, les gens qui étaient dans des comités de sélection, qu'en général, si
dans les cas où les publications sont toutes avec d'autres personnes, si c'est un homme, on dit « Ah, c'est bien, c'est quelqu'un qui arrive à travailler avec des gens ». Si c'est une femme, on va se poser la question « Ouais, mais c'était quoi son apport, Ouais, alors, si je reprends la première partie de votre remarque et commentaire, on peut peut-être se poser la question de la parité. Est-ce qu'elle doit être préexistante? Est-ce que ça en fait partie? Oui, je voudrais juste... C'est très intéressant le problème des maths. C'est caractéristique du problème de la formation. Parce qu'en fait, à Maths Fondant 25, en section 25, il y a eu pendant très longtemps tout un flux de jeunes filles qui arrivaient des écoles féminines, polytechniques féminines, etc. Ces écoles-là ont fermé, puisqu'on a dit on fait de la mixité, donc il y a l'X tout court, etc. Normal Sup, 0 candidat féminin à l'entrée au concours, je parle, donc forcément à la sortie. Donc cet appauvrissement, en fait, il vient du fait qu'on a ouvert les choses en se disant, du coup, on aura une certaine mixité, les filles auront accès, etc. Mais du fait de l'effet Mathilda, la crainte, le manque de confiance, etc., les choses ne sont pas telles qu'on les pensait. Voilà. Donc il y a effectivement un gros effort à faire. Et pour l'histoire des publis, vous connaissez la blague, hein, quand on dit à Marie Curie comment ça fait d'avoir épousé un génie, elle répond demandez à mon mari. C'est la signature de mon mail. Et donc, effectivement, comme il se trouve que les mathématiques sont un milieu particulier, parce qu'en plus, il faut de la mobilité dans la carrière, enfin, il y a toute une discussion là-dessus, bref, il y a aussi des couples. Et quand on est en couple dans une même discipline et qu'on copublie, devinez qui est supposé être l'auteur du papier. Voilà. Donc... Si je reviens à la thématique précédente, est-ce qu'une politique des quotas, c'est souhaitable pour favoriser l'accès des filles à ces métiers? Dominique? Moi, je suis pour les quotas, oui, bien sûr. Non, je pense que si on attend que les choses se passent toutes seules, par exemple, c'était fait pour le CNRS, pour qu'on arrive à parité dans les personnes de rang A, il faudra attendre 80 ans. Donc, je pense que si on ne prend pas le taureau par les cornes... Mais ça commence à se passer dans les commissions. Le CNRS fait un gros effort, INRIA aussi, enfin, pour rester dans ce domaine académique. Le problème des quotas, c'est qu'il faut des femmes au départ. Donc c'est bien sur les effets de plafond de verre, mais ça ne marche pas sur des recrutements comme chez nous en informatique, où il n'y a pas d'étudiantes. Donc, en fait, on essaie de développer sur la région toulousaine, il y a un vrai effort qui a été... Les politiques ont pris conscience des choses. Il a fallu que les politiques fassent entrer les écoles privées dans tout ce qui est... Bon, je ne vais pas donner de nom ici, hein, mais bon, dans les systèmes de formation non diplômantes mais qualifiantes pour essayer effectivement de répondre à cette demande du milieu. Et une politique de quotas qui interviendrait très tôt, avant les choix de formation. Mais on ne peut pas tenir un double discours, dire aux gens de seconde avec la réforme du bac, choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, et mettre des quotas à côté. C'est pas raisonnable. Non, mais pour les quotas, il y a des politiques incitatives. On cite le cas de je ne sais plus quelle université américaine ou dans l'informatique qui a décidé de mettre le paquet pour que les jeunes filles postulent. Et ça a marché. Oui, avec un bon résultat. Oui. Car avec une personne à temps plein, rémunérée, etc. Quand mettre les moyens, c'est mettre les moyens. Oui. Caroline? Je pense que c'est bien de travailler sur les représentations, donc dans la langue ou dans l'image, et la censure individuelle, ou de faire des quotas. Mais je pense que ce qui est primordial, c'est d'enlever les pierres qui sont sur le chemin que rencontrent les filles, et que des pierres que les garçons ne vont pas forcément rencontrer. Par exemple, pour les écoles d'ingénieurs, on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de filles. Après, c'est aussi des milieux où il y a des intégrations, il y a des soirées, il y a une culture qui favorise le harcèlement sexuel, qui n'est pas forcément adressé. Donc, c'est quelque chose qui ne donne pas envie, en fait. Je veux dire, quand on a dans la presse des histoires d'intégration qui tournent mal, il ne faut pas s'étonner que l'année d'après, il n'y a pas beaucoup de filles qui postulent. Et il y a donc tout ce côté-là qui est à travailler, qui est quelque chose qui est encore tabou, qui est encore effacé.
Et même si c'est en train de changer avec MeToo, avec la Ligue du LOL, on commence à avoir enfin une libération de la parole. Oui. Et puis il y a aussi toute la question du temps libre. C'est quelque chose qu'on s'est posé sur Wikipédia. On se disait, mais pourquoi on a si peu de contributrices alors que les femmes sont tellement internautes? Voilà, les internautes, c'est à moitié des femmes. Sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest, c'est plutôt des milieux féminins. Pourquoi sur Wikipédia, c'est pas le cas? Et en fait, c'est que le temps libre des femmes n'est pas le même que celui des hommes. Déjà, c'est moins de temps libre, parce que les femmes font plus de tâches ménagères, tout simplement. On est à 3h30 de tâches ménagères en moyenne par les femmes par jour, et je crois à 17 minutes par les hommes. C'est quand même passé de 15 à 17 minutes en 30 ans, donc félicitations. On avance. On avance, voilà. Je pense qu'il y a encore un peu de marge. Et c'est du temps libre qui est morcelé. Donc du temps libre morcelé, c'est bien pour Facebook, pour Twitter. Cet après-midi, on a utilisé 4 heures pour rédiger un article. Avoir 4 heures par jour mobilisables dans la journée, avec un temps, vraiment un temps disponible vraiment et pas à moitié, c'est quelque chose qui est très difficile. D'ailleurs, en Inde, les ateliers de contribution aux femmes pour attirer des wikipédiennes, c'est à destination des retraités. Et d'ailleurs, les femmes disent, bon bah là, c'est bon, mon mari me laisse tranquille et mes enfants sont partis, donc j'ai enfin du temps pour moi et de faire ce que j'ai envie de faire. Juste un complément, parce qu'en fait, tout ça est très paradoxal. Il y a pas, Caro parle bien des problèmes d'intégration des soirées, alors qu'il y a autant de problèmes en PACES, et les filles elles se précipitent en PACES, et il y a, je crois, 80% de filles en première année. Bon, voilà, donc je ne sais pas où est la vérité, où est la limite, je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de stéréotypes. Et quand on dit que les filles ne sont pas compétitives, franchement, aller en PACES, chapeau les filles, parce que c'est juste l'enfer. Donc, elles ne vont pas faire infirmière. On dit les filles elles veulent faire du care. Elles ne vont pas faire infirmière, elles vont faire PACES. Je ne sais pas. Catherine ? Sur la représentation, je ne sais pas quel est l'œuf, quelle est la poule, mais dans les médias, les femmes sont beaucoup moins visibles, s'expriment beaucoup moins, sauf dans la santé et dans le care, justement. Là, elles sont plutôt plus présentes. On fait appel à elles. Biologie, voilà. Oui. Donc, il y a un gros travail. De sociologie aussi à travailler sur le sujet. C'est Une autre question, oui ? Oui, bonjour. Je suis Marion Allier et je suis maître de conférence dans une école d'ingénieurs, justement. Et pour décrire un peu mon parcours, pour dire, voilà, effectivement, au départ, c'était très compétitif et j'ai joué le jeu de la compétition jusqu'à arriver à cette position. Et puis, je me suis aperçue, en fait, que quelque part, je n'étais pas moi. Ça ne m'allait pas, cette compétition, je n'étais pas d'accord avec ça. Et maintenant, je travaille dans une équipe qui est beaucoup plus féminine et où là, effectivement, on a cette attitude de faire attention à qui parle, comment, qui est plutôt quelque chose, voilà, où il y a cette démarche-là, il n'y a pas à se mettre en avant. Et en fait, je pense que c'est même plutôt quelque chose de bien parce qu'on montre que l'intelligence collective est meilleure s'il y a plus de femmes et s'il y a, justement parce que les femmes s'écoutent. Et du coup, est-ce que ce n'est pas plutôt les femmes qui sont le futur dans ce sens-là, plutôt que vouloir copier des hommes et se mettre en avant? Est-ce que, bien sûr, il faut qu'il y ait des exemples, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais est-ce que ces exemples ne sont pas dans la copie des hommes, mais plutôt dans ce développement de ces capacités plus spécifiques, et plutôt de transférer aux hommes cette capacité d'écoute et d'intelligence collective? Donc, assumer ce qu'on est. Je peux vous demander pourquoi vous appelez vous-même maître de conférence et pas maîtresse? Une réaction? Est-ce qu'il faut changer de modèle et faire valoir les qualités dites féminines pour... Oui, enfin, les qualités. Chaque individu a sûrement des qualités et des défauts. Et il doit y avoir des hommes très féminins ou des transgenres qui peut-être, je ne sais pas, à mon avis, quand on change de genre, peut-être on change de qualité. Je ne suis pas sûre. Hein, mais en fait, les éléments que vous évoquez, c'est juste du travail collaboratif. Ça devrait juste être normal. Voilà. Une équipe de recherche, ça devrait fonctionner quand même. Bon. Après, la rareté
des ressources et des postes fait peut-être qu'il y a des schémas qui se sont à un moment donné installés et puis que peut-être la réussite c'est pas la même pour chacun. Hein, c'est pas... Mais le fait est que moi j'ai travaillé quelques années dans l'industrie avant de venir dans le milieu académique et c'était quand même des qualités qu'on nous demandait hein, d'être bon. Alors moi j'avais plutôt l'effet mascotte parce que j'avais pas beaucoup de femmes donc j'étais peut-être un peu privilégiée, protégée, mais il fallait quand même travailler, faire du collaboratif. Il n'y avait pas forcément les outils informatiques pour, en plus, donc ce n'était pas si évident. Alors, en lien avec cette remarque, une question Facebook. On entend de temps à autre parler de l'importance de la mixité, dit Nina, dans les équipes. Est-ce que vous avez des exemples? Qu'est-ce que ça apporterait ou qu'est-ce que ça apporte, la mixité dans les équipes? Est-ce que l'une ou l'autre, vous avez des témoignages à ce sujet? Caroline? On parlait un peu de reconnaissance faciale et de logiciel et d'apprentissage automatique. D'avoir des profils divers, ça permet de se rendre compte plus facilement que les données sur lesquelles on entraîne les IA sont biaisées. Enfin, une femme va peut-être plus facilement se rendre compte qu'on est en train d'entraîner un algorithme d'apprentissage sur 500 hommes que forcément un homme qui a moins l'habitude de se poser cette question en fait. Et sur la mixité dans les équipes, du coup? L'une ou l'autre? Ça me paraît tellement évident qu'il faille effectivement, mais mixité pas que de genre, mixité de compétences, voilà. Nous, dans un domaine comme la sécurité en informatique, on a besoin de juristes. Il y a des problèmes d'éthique, il y a des problèmes. Voilà, il faut des technologues, il faut des scientifiques, il faut des gens. C'est ça qui est intéressant. Une autre remarque, l'effet MeToo s'est-il ressenti dans la culture scientifique? A-t-il boosté le combat pour la reconnaissance des femmes scientifiques? Est-ce que vous l'avez ressenti dans vos équipes, dans vos travaux? Est-ce que ça a eu un effet? Ça a eu un premier effet qui est l'effet des signalements de harcèlement, effectivement. Donc là, voilà, notre... chargée de mission à l'université Paul Sabatier n'a pas pu être présente, mais effectivement, il y a des signalements qui n'auraient peut-être pas existé précédemment, parce qu'on est dans une relation par exemple, d'encadrant de directeur de thèse à doctorante, et où il y a une espèce de suggestion et qui fait qu'effectivement... Donc ça, on est dans le milieu du travail en voilà, général, oui, pas voilà, particulièrement scientifique. Bien sûr, bien sûr, oui. Alors peut-être que dans le milieu scientifique, je ne sais pas si vous avez lu David Lodge, Un tout petit monde, etc. Donc effectivement, il y a peut-être des ambiances particulières liées à des conférences, à des échanges plus intellectuels ou moins intellectuels. Enfin, je trouve très intéressant ces bouquins sur ces témoignages-là. Oui. C'est pas forcément dans les sciences dures d'ailleurs, hein, chez Lodge. Une autre question, remarque? Ben, écoutez, si, on en a deux. Je vous donnerai la parole. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez concernant les qualités qui n'étaient pas forcément féminines ou masculines, toujours est-il qu'il est clairement établi que de nombreuses femmes ont vu leurs publications, elles n'ont pas été publiées à la hauteur où elles devaient être, elles n'ont pas eu la place qu'elles devaient être. Donc il y a bien à un moment donné eu la volonté de les rapter, quoi. Ça s'est pas fait et ça s'est reproduit. Enfin, je veux dire, on en parle beaucoup des Nobel qui n'ont pas été décernés à la bonne personne, ainsi de suite. Il y a du mansplaining, etc. Oui, je ne dis pas le contraire, mais quand on parle de qualité humaine pour une équipe, ce que je voulais dire, c'est que, et c'est des thématiques sur lesquelles on revient très régulièrement en informatique, il faut mettre l'humain au centre de ça. Voilà. L'humain et l'individu, voilà. Éviter de faire... Voilà. Et le danger de l'IA, ce qu'on signale, c'est... faire attention, ne pas faire des catégories systématiquement, parce que, par exemple, dans mon domaine de recherche sur les réseaux sociaux, on analyse des grandes quantités de données et on se rend compte qu'il y a des gens qui ne sont pas étiquetés. Pourquoi? Parce qu'on essaie de mettre des étiquettes sur les gens absolument, et à un moment donné, on a des phénomènes politiques ou autres. Hein, je ne parlerai pas des gilets de la couleur de ce magazine, mais bon, il y a des gens qui sont ignorés parce qu'en fait, on détourne la vision et on veut faire ressortir des choses, on veut analyser des choses. Donc effectivement, après on est victime de ça et il est indéniable qu'à un moment donné, de toute façon, les femmes n'avaient même pas le statut. Ces premières femmes qu'on a ignorées dans l'histoire des sciences, c'est juste qu'il n'y avait pas le statut pour... elles ne pouvaient pas s'inscrire à l'université, elles ne pouvaient pas avoir de poste, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elles avaient un intérêt pour les choses, mais...
l'institution ne permettait pas qu'elles existent. Voilà. Ce qui est aujourd'hui plus le cas. Mais si ça reste un peu le cas, puisqu'on ne retrouve pas les filles en école d'ingénieur et tout ça. C'est bien qu'à la base, si on n'a pas des cerveaux différents et si on n'a pas des qualités différentes, c'est bien qu'à un moment donné, dans l'éducation, il y a quelque chose qui se joue et qui fait que, voilà, pourquoi elles se ferment alors qu'on sait très bien que les filles sont de très bonnes élèves. C'est bien, voilà. Et personnellement, moi, j'ai 2 filles scolarisées. Vu le nombre d'exemples de propos qu'elles ont pu me rapporter de leurs professeurs, des fois, je me dis qu'il y a peut-être des questions à se poser aussi sur déjà la formation des enseignants. Un travail sur toute la construction de la chaîne et une évolution des mentalités. Madame ? Bonjour. C'est bon, tout le monde m'entend. Vous êtes ? Je suis Andrea Bigalet, je suis ingénieure en production, donc dans l'industrie. Et donc merci à toutes et à tous pour cette conférence. Ça fait vraiment du bien d'avoir des vrais modèles, d'avoir des femmes qui puissent nous renvoyer les problématiques et surtout leur succès. Parce qu'aujourd'hui, enfin, ce qui m'a manqué, je pense que très tôt, au plus jeune âge, on n'a pas ces premiers modèles féminins à l'école, dans les programmes en histoire-géo, très peu de femmes. En sciences, évidemment, là aussi, pour le jeu de tout à l'heure, j'avais Marie Curie et j'ai du mal à me rappeler d'autres, alors que je sais qu'il y en a plein. De plus en plus, on essaye de les documenter. C'est de très bonnes initiatives sur Wikipédia. J'en avais absolument pas entendu parler et je trouve que c'est... Enfin, merci pour cette action. Mais donc c'était pour aussi rebondir sur ce que disait Madame juste avant moi. L'éducation pour moi est un axe extrêmement important et apprendre dès le départ. Après, l'égalité homme-femme, je sais bien que dans l'éducation, les hommes n'y pensent peut-être pas forcément et même nos parents n'ont pas pensé forcément quand ils nous ont éduqués. On est une petite fille, bon bah oui, on aura des petits jouets, des poupées, etc., ce genre de choses. Et finalement, très peu de jeux Lego, très peu de jeux de construction qui sont associés aux filles et du coup qui peuvent attiser notre curiosité vers la science. Un travail à tous les niveaux. Dominique ? Oui, je voulais juste dire que c'est sûr que les stéréotypes peuvent expliquer en partie le fait que les jeunes filles ne se dirigent pas, par exemple, vers des carrières d'ingénieurs. Mais ce qui est important, je pense, pour moi, c'est de savoir qu'on est tous porteurs de stéréotypes, de travailler sur ça et après, petit à petit, de faire tomber cet obstacle. Mais tant qu'on n'est pas convaincu qu'on est nous-mêmes véhicules de stéréotypes, on ne changera pas. Hein. Je voudrais juste compléter. Donc l'association Femmes et Sciences est très active dans ce champ de l'éducation, au sens. Donc on a une de nos regrettés collègues qui avait travaillé sur les photos dans les manuels scolaires pour démontrer qu'effectivement on était dans ce schéma où s'il y avait un ordinateur, la fille était au clavier, genre dactylo, et le gars était au-dessus, etc. Bon, enfin, moi, je vous passe, voilà. Et que du coup, l'association a édité un livret pour répondre aux besoins des éditeurs qui disaient ouais, ben, on veut bien mettre des photos de nanas, mais on n'en a pas, quoi. C'est comme les quotas, quoi. Ok, d'accord, on va en faire, mais elles sont où, les nanas? Et donc, l'association a édité un magnifique livret qui est disponible sur le site et dans lequel il n'y a que des images féminines, scientifiques, de haut niveau, de très haut niveau. Voilà. 40 et c'est pas femmes. préparé, hein, Voilà. c'est pas préparé. 40 hein, femmes voilà. scientifiques Donc, remarquables du XVIIIe siècle à nos jours. Il y a des ressources qui existent maintenant pour essayer de faire évoluer effectivement cette vision que vous mentionnez. Alors, comment on se le procure sur le rubrique, site sur le site. Okay. Il est gratuit. Et l'autre chose, c'est qu'aussi, je pense que les professeurs dans les écoles ou les universitaires peuvent mettre dans leur labo ou dans leur classe des portraits de femmes mathématiciennes, physiciennes, chimistes, il n'y a aucun problème. Ou quand elle parle du théorème de Thalès, une prof de maths peut dire, mais il existe aussi Sophie Germain, Émilie du Châtelet, enfin... Il y a plein de pistes de solutions pour travailler à tous les niveaux, à déconstruire ces stéréotypes. On arrive au terme de cette rencontre. Une dernière question, allez-y. Question, remarque, je reviendrai une dernière fois sur l'enjeu de l'éducation et l'enjeu de la formation des professeurs. On est 2 professeurs en collège et justement c'est une question qui nous préoccupe, celle-ci, d'autant qu'elle a été ciblée l'année dernière par un rapport du Haut Conseil de l'égalité, cet enjeu de la formation des professeurs, et ça a été
étudié de près dans le sens où les stéréotypes qu'on véhicule, ils échappent. C'est pas seulement les images de femmes qu'on ne renverrait pas suffisamment, et c'est le cas. Et dans mes cours, je pense que je suis déficitaire là-dessus, donc j'ai un travail à faire, c'est sûr. Mais sur des choses qui se passent dans la communication qu'on a avec nos élèves, dans les bulletins, dans la façon dont on interroge les filles ou les garçons selon les disciplines. Et cet enjeu que vous avez ciblé aussi c'est pas le tout de former les professeurs, c'est qu'il faut qu'ils soient convaincus qu'ils véhiculent des stéréotypes. C'est un combat de tous les jours et j'ai tout un tas de collègues qui n'ont pas cette conscience-là. Vous-même, vous l'avez dit il y a 3-4 ans, l'enjeu de l'écriture inclusive, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel vous étiez suffisamment éclairé pour que ce soit un combat de tous les jours. Majoritairement, les profs n'ont pas conscience à quel point ils pèsent, ils continuent de pérenniser ces stéréotypes. Et ils jouent sur les vocations de filles qui ne vont pas se diriger vers telle ou telle filière. Et même sur des comportements. Chaque année, je cible le fait que dans mon collège, les sorties éducatives sont accompagnées, quand c'est des sorties culturelles, ce sont des femmes qui les accompagnent. Et je vous jure, c'est à ce point-là. Et toutes les sorties ski à la montagne, c'est que des hommes, sauf le prof dont on sait homme qu'il est homosexuel. Et alors, je trouve que ça, c'est juste un scandale. Et mes collègues ne voient pas l'enjeu qui se place à cet endroit-là. Et ça fait 3 ans qu'on reproduit, 3 ans, je signale ça à chaque conseil pédagogique, et 3 ans que le chef d'établissement ne modifie pas la composition de ces groupes encadrants. Donc il y a aussi, plus que de la formation, presque de la faute professionnelle au regard des enjeux qui se placent là, me semble-t-il. Donc travailler sur la conscience et puis la contrainte. C'est pour ça que là, des fois, la contrainte... on revient sur l'idée de quota. Là, pour moi, le quota aurait un sens. Il faudrait autant de femmes que d'hommes, quelle que soit la nature de la sortie et les objectifs pédagogiques visés. Si je peux me permettre, pour rebondir, l'association Femmes et Sciences fait une formation pour les professeurs. Cette année, c'est le 28 mars, vous n'êtes peut-être pas inscrits, une formation sur les stéréotypes. Donc, c'est apprendre qu'on est tous porteurs de stéréotypes, comment les combattre. Et on fait justement un petit atelier sur les notes, les appréciations qu'on met aux élèves, comment les dégenrer. En tout cas, le débat est encore vaste. Je crois qu'on pourrait le faire durer encore longtemps. Avant de nous quitter, je vais vous laisser Dominique Morello partager avec nous quelques lignes. De quoi s'agit-il ? Prenez le micro. Oui, je voulais donner 2 ou 3 exemples de femmes qui ont subi l'effet Mathilda, qu'on donne en exemple fréquemment. Donc, pour l'instant, je n'en donnerai qu'un, qui est Rosalind Franklin. Voilà. Rosalind Franklin, je crois d'ailleurs que c'est elle. Et donc, elle a vécu très peu de temps, 37 ans, elle est morte d'un cancer de l'ovaire. Et elle a contribué de manière remarquable à élucider la structure en double hélice de l'ADN, à côté de Watson et Crick. Elle était morte en 1962 quand ils ont reçu le prix Nobel, donc elle n'a pas eu le prix Nobel, mais n'empêche qu'ils ont complètement oublié de la citer et montrer l'importance de sa contribution. Et Watson a écrit en 1968 cet ouvrage, La double hélice, où il retrace à la fois des considérations très personnelles et la construction mentale de cette double hélice dans sa tête avec celle de Crick. Et à la fin donc, de ce livre, en épilogue, il dit ceci en parlant de Rosalind: « Toute trace de nos chipoteries antérieures était oubliée et nous en vînmes à apprécier son honnêteté et sa générosité, comprenant avec des années de retard quelle lutte une femme intelligente doit soutenir pour être acceptée d'un monde scientifique qui ne considère souvent les femmes que comme une diversion à des préoccupations sérieuses. » Merci beaucoup d'avoir partagé ces mots et merci à toutes. On peut les applaudir. Je nous souhaite d'avoir l'occasion de poursuivre ces échanges et de continuer à faire sortir de l'ombre les femmes scientifiques. Et quand on sera en pleine lumière, toutes, on pourra aller faire autre chose, prendre l'apéro, etc. et arrêter de nous prendre la tête. On peut aussi le faire. Merci beaucoup. Merci.